Ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique pour évoquer la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky cette semaine aux États-Unis. Alors, on va essayer de comprendre évidemment le contexte de cette visite qui intervient quelques jours, donc seulement après évidemment l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan et 4 mois après que 100 000 troupes russes ont été envoyées à la frontière ukrainienne. Donc on voit que c'est un contexte très particulier et surtout très tendu dans lequel s'est déroulée en fait la visite de Monsieur Zelensky, et on a senti en fait même humainement au niveau de la sémantique du visage que Monsieur Zelensky était très tendu. Et en fait il y a de quoi être tendu en fait quand on réfléchit un petit peu à la situation, car en fait l'Ukraine se trouve dans une situation extrêmement difficile, pour ne pas dire vulnérable, car en fait évidemment, Monsieur Zelensky en fait voulait depuis longtemps venir aux États-Unis rencontrer le président Biden, sans doute en raison de la gravité de la situation. Donc tout a véritablement vraiment cette gravité de situation. On peut la dater, si vous voulez, d'avril dernier. À ce moment-là, si vous vous rappelez, on avait fait une vidéo à ce sujet. La Russie avait décidé d'envoyer soudainement 100 000 troupes à la frontière ukrainienne. Certains même disaient que peut-être la Russie a comme ambition tout simplement d'envahir l'Ukraine. Donc il y a eu, si vous voulez, un moment qui n'a pas duré très longtemps, certes, mais quand même pendant une semaine, il y avait des spéculations qui couraient évidemment sur véritablement quelles étaient les intentions de ce déploiement de l'armée russe de 100 000 hommes. Alors, une semaine plus tard, le président Poutine et là et ainsi que le chef d'état-major russe ont décidé tout simplement de retirer ces soldats. Alors, en réalité, il n'est pas très clair en fait si le retrait est total de ces 100 000 troupes ou partiel. Les autorités ukrainiennes affirment qu'une partie de ces 100 000 troupes sont toujours stationnées à la frontière ukrainienne, qu'ils ont laissé le matériel militaire sur place, et que donc, en réalité, ceci n'est que très partiel comme retrait, et que donc, si vous voulez, le soulagement qui a prévalu aux États-Unis n'est pas partagé, si vous voulez, du côté ukrainien. D'autant plus que, en fait, on se dirige dans les prochains jours dans une situation très particulière, puisque dès le 10 septembre, donc dès vendredi prochain, l'armée russe ainsi que l'armée biélorusse vont mener des exercices militaires d'une ampleur peut-être sans précédent, à l'exception près peut-être de l'exercice Zapad 2017. Il s'agit également d'un exercice militaire du nom de Zapad, qui est donc le troisième après celui de 1982, 2017 et 2021. Alors, comme son nom l'indique, en fait, il est dirigé en fait vers les voisins occidentaux de la Russie, à savoir tout simplement, pour le dire autrement, vers les voisins qui sont membres de l'OTAN et qui sont situés à la frontière avec la Fédération de Russie, à savoir la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et peut-être dans une moindre mesure l'Estonie. D'ailleurs, ce dernier pays n'a pas exprimé officiellement de crainte particulière, alors que c'est les trois autres pays que j'ai mentionnés, à savoir encore une fois la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, ont exprimé au plus haut niveau leurs inquiétudes sur l'exercice militaire qui va commencer la semaine prochaine, à tel point que la Pologne a décidé donc de décréter l'état d'urgence sur 2 régions orientales à la frontière avec la Biélorussie et le Bélarus. Alors pas encore sur sa frontière avec la Fédération de Russie, mais on sent tout de même qu'il y a d'énormes tensions en fait dans la région. Il faut quand même savoir, c'est pas un fait anodin, que c'est quand même la première fois depuis la chute du communisme en Pologne que l'état d'urgence est décrété en Pologne. Alors encore une fois, elle ne concerne que 2 régions, elle n'est pas comment dire, elle ne s'applique pas sur l'entièreté du territoire polonais, mais le fait qu'elle s'applique à seulement 2 régions, déjà on dit long sur, si vous voulez, les tensions qui règnent actuellement dans la région. Sans parler qu'en fait également le terme de guerre hybride est utilisé dans la région par les autorités lettonnes, lituaniennes et polonaises pour justement justifier face à l'arrivée d'immigrants
venant du territoire biélorusse. Pour eux, il s'agit tout simplement d'une opération, disons, à dessein des autorités biélorusses pour déstabiliser ces trois pays membres de l'Union européenne et membres de l'OTAN. Et donc, ils utilisent à dessein, en fait, ils utilisent un terme très fort de guerre hybride. Cela fait partie d'une guerre, selon eux. Et c'est bien pour ça, encore une fois, que les autorités polonaises ont décrété l'état d'urgence et que les autorités, et qu'on est allé jusqu'à fermer les trois pays, à ma connaissance, ont fermé leurs frontières avec la Biélorussie. Donc voilà déjà pour vous donner également un contexte également général. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cet exercice militaire implique également l'armée de biélorusse. Donc c'est un exercice absolument conjoint de l'armée biélorusse et de l'armée russe. C'était également le cas, à ma connaissance, en 2017. Alors en 2017, il y avait une petite différence, c'est qu'il y avait également l'armée chinoise, ce qui n'est pas une mince exception, mais là, ça sera seulement un exercice conjoint Biélorussie-Russie. Mais ce qui en dit long d'ailleurs sur la profondeur des relations stratégiques, militaires entre ces deux pays, qui désormais rien ne semble j'allais dire, les dévier d'un iota dans la profondeur de leur relation. Et finalement, on voit très très bien qu'il n'y a plus de divergence exactement en termes stratégiques, tant aujourd'hui, si vous voulez, aujourd'hui, l'ennemi semble clair, en tout cas pour la Russie et le Bélarus, très clairement l'OTAN, d'autant plus qu'en fait, en bon joueur d'échecs, qui est le président Poutine et peut-être également le président Loukachenko, eh ben, ils comprennent qu'en fait, ils attaquent quand l'ennemi est au plus mal. Et évidemment, cette défaite en Afghanistan, qui était une mission de l'OTAN, je rappelle, évidemment, permet, évidemment, probablement, est un motif pour mener ces exercices de très grande ampleur actuellement. Alors même peut-être, d'après ce qu'on comprend, il est possible qu'en fait, on ait revu, si vous voulez, même les moyens à la hausse de ces exercices militaires au cours des derniers jours. Cela, évidemment, on dit long sur exactement les intentions et sur le fait que, évidemment, les Russes et les Biélorusses exploitent les difficultés actuelles de l'OTAN pour mener des exercices peut-être sans précédent, peut-être bien plus élevés qu'en 2017. Or, il faut le savoir que l'exercice militaire de 2017 impliquait 200 000 hommes. Alors, évidemment, ces chiffres ne sont pas confirmés, évidemment, du côté russe et biélorusse, car en fait, on refuse de donner des chiffres très clairs du côté biélorusse et russe. On parlait en 2017, lors de l'exercice Zapad 2017, de 100 000 hommes. Or, il semblerait, d'après des spécialistes en Russie, mais également dans les pays de l'OTAN, qu'il y avait au moins 200 000 hommes, vu l'ampleur de l'exercice. Et là aussi, on peut se demander, est-ce que là, on ira même au-dessus de 200 000 hommes, au-dessus donc de ce on avait du nombre d'hommes impliqués en 2017, d'autant plus et en plus, outre le nombre de soldats impliqués qui pourraient être au-dessus de 200 000, il faut savoir que c'est un exercice va impliquer également au niveau technologique l'utilisation d'appareils militaires qu'on n'avait jamais utilisés dans des campagnes militaires, à savoir des drones, à savoir peut-être également des nouveaux missiles que la Russie n'a jamais utilisés auparavant. Donc, si vous voulez, cela en dit long sur évidemment cette volonté, si vous voulez, de franchir un pas au niveau technologique. Et le scénario de base de cet exercice est une attaque des pays de l'OTAN. Donc, si vous voulez, même la Russie, d'une certaine manière, affiche très clairement ses intentions. Elle estime qu'il y a donc un risque d'attaque territoriale. Et donc, cet exercice militaire est basé sur ce type de scénario que la Russie, le Bélarus serait donc envahi par ses voisins de l'OTAN. Évidemment, un tel exercice avec de tels moyens
et de telles technologies ne pouvaient pas laisser indifférent évidemment le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui a demandé aux parties impliquées d'être transparents sur les outils qui vont être utilisés et sur le nombre d'hommes, comme le stipule le droit international selon lui. Et donc, il faudra voir si justement on aura plus de transparence sur le nombre d'hommes ou pas. Cela semble quand même assez illusoire quand on connaît un petit peu le but recherché. À ce stade, on n'avait jamais vu dans le passé trop de transparence. Il est peu probable qu'en 2021, on ait plus d'informations exactement sur le nombre d'hommes et sur les technologies qui vont être utilisées. Voilà donc pourquoi en fait le président Zelensky est extrêmement tendu et qu'il a parlé durant sa visite aux États-Unis d'un mois de septembre, je cite, extrêmement dangereux. Et les termes ne sont pas anodins. Il est très conscient qu'un tel exercice peut provoquer un incident et que cet incident peut se transformer en une guerre. Il est très conscient et c'est bien pour ça qu'il a voulu se rendre, si vous voulez, aux États-Unis justement avant cet exercice militaire. Et c'est bien pour ça aussi qu'il a reçu un soutien très ferme de la part des autorités états-uniennes, que ce soit du côté du ministre états-unien de la Défense, Lloyd Austin, qui a eu des mots un peu plus clairs pour soutenir l'Ukraine, que ce soit aussi du côté du président Joe Biden. Et d'ailleurs, fait marquant aussi, c'est que lorsque le président Joe Biden n'était que vice-président à l'époque de l'administration Obama, les États-Unis refusaient de donner à l'Ukraine des armes létales, des armes, ce qu'on pourrait dire, offensives. Or là, il n'y a plus, j'allais dire, de scrupules à ce niveau. Les États-Unis comprennent que même si cela froisse la Russie, il faut donner à l'Ukraine les moyens de se battre, et donc en lui donnant des armes létales, que cela plaise ou non à la Fédération de Russie, y compris des missiles Javelin, donc des armements qu'on n'avait pas l'habitude de vendre à l'époque de l'administration Obama, qu'on a commencé à vendre au moment de l'administration Trump. C'est là où s'est opéré en fait le changement de paradigme et que le président Biden est clairement dans la continuation de l'administration Trump, comme on le voit sur beaucoup de sujets. Et également, les États-Unis ont redit leur engagement à fournir, si vous voulez, que l'aide militaire destinée à l'Ukraine serait de 2,5 milliards de dollars, c'est une somme extrêmement importante, ce qui placerait l'Ukraine parmi au moins les 3 premiers, peut-être même comme le deuxième bénéficiaire de l'aide états-unienne. Alors certes, l'Ukraine a toujours fait, même avant la guerre en Crimée et les événements en Crimée de 2014, l'Ukraine était, à ma connaissance, le 3e bénéficiaire de l'aide états-unienne. Mais là, peut-être, elle surpasse. Cette information mériterait d'être vérifiée, mais elle surpasserait même peut-être l'Égypte, qui a toujours été le 2e bénéficiaire historiquement de l'aide états-unienne. Et ben là, l'Ukraine se placerait en fait juste derrière Israël, qui évidemment a un niveau d'aide financière qui est incomparable par rapport à tout le reste. Mais ce qui signifie que, si vous voulez, l'Ukraine est clairement aujourd'hui un des principes et bénéficie d'un soutien indéfectible du côté américain et que tous les moyens sont mis, si vous voulez, pour défendre l'Ukraine, car on comprend qu'il y a d'importants enjeux derrière ce territoire. Sans doute peut-être un des territoires les plus stratégiques pour les États-Unis, et donc c'est bien pour ça que désormais l'Ukraine est probablement désormais le 2e bénéficiaire de l'aide états-unienne au monde, derrière désormais l'Égypte.